Dans ce débat qu'on va essayer de faire bref, même si je pense qu'on aura des tonnes de choses à dire et que les discussions se poursuivront par la suite en commentaire, ailleurs, sur les réseaux sociaux et qu'ils se poursuivent toujours, nous allons aborder la question du viol, de la nécessité d'un yaoi de représenter des relations healthy, safe, saines, et tout ça, toutes les thématiques qui sont liées, peut-être pas tout, on fera pas le tour de la question parce qu'on va se limiter, mais on va en discuter en tout cas. Petit tour de table, on va commencer par là. À première vue, qu'est-ce que vous entendez par... qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis viol, yaoi, tout ça? Est-ce que l'un appelle nécessairement l'autre pour vous? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez découvert? Et ben moi j'ai commencé mes lectures Boys Love par Viewfinder, donc en écho à la chronique de Rutil, autant dire que j'ai tout de suite bien été baigné dans la thématique du viol, avec cette belle pellicule dans le cul, Tu spoil ma chronique là. Mais non, du coup, moi en fait j'ai un rapport très distancié au manga de manière générale, donc c'est-à-dire que vraiment je l'aborde comme de la fiction. Donc c'est-à-dire que quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a limite plus fait rire que choquer. Bien que derrière, au final, le personnage soit pas du tout traumatisé, ce qui serait évidemment pas le cas dans la vraie vie. Mais du coup, voilà, pour moi c'était une fiction, je lisais une fiction, je lisais un manga. Il y avait cette scène-là qui était presque un peu ridicule. D'ailleurs, il faut rappeler qu'Ayano Yamane a fait ce premier chapitre pour un recueil qu'on appelle ça un magazine spécial BDSM. Ouais. Donc il y a aussi ce contexte-là, elle s'est pas juste dit je démarre une nouvelle série, je vais commencer par une scène de ce type-là. Voilà, il y a un contexte. Une interview de Beast Boy. Exactement. Donc voilà, il y a aussi ce contexte-là où, a priori, c'était un chapitre qui se devait être BDSM, et donc elle a trouvé cette idée qui est, ma foi, originale, voilà. Mais donc du coup, voilà, moi c'était ma première lecture de Viewfinder, et donc cette première scène où directement on a du viol. Après, je trouve que dans les lectures qu'on pouvait avoir à la fin des années 2000, début des années 2010, il y avait effectivement beaucoup de titres qui mettaient en scène des viols, et je trouve que c'est de moins en moins le cas, et surtout quand c'est le cas, c'est fait de manière, on va dire, plus délicate, entre guillemets, si on peut dire ça. Mais en tout cas, il y a des mangas où il y a eu des scènes de viol et où derrière, on traite l'impact psychologique que ça peut avoir sur le personnage. Moi j'ai commencé avec des harlequins en vrai. Non mais ce que je veux dire c'est que dans le genre romance, le fantasme de viol est partout. J'ai commencé mon apprentissage amoureux en lisant des harlequins, mon apprentissage amoureux littéraire en lisant des harlequins, il y en a plein là-dedans. J'ai lu des hentai, il y en a plein là-dedans, mais bizarrement c'est toujours avec le yaoi effectivement que le sujet du viol retombe systématiquement sur le tapis. Avec ce côté aussi, genre on doit être mieux que ça, on doit représenter la jeunesse, on doit... Non mais je sais pas, enfin c'est bizarre, c'est vrai que ça revient tout le temps, je trouve ça un petit peu suspect là aussi. Que pourquoi spécifiquement le yaoi. Par ailleurs, il y a un autre truc avec le viol qui est intéressant, c'est que on arrive totalement à accepter que dans un film de Carpenter, s'il y a du gore partout, il y a des têtes qui explosent, il y a des bides ouverts avec des tripes qui sortent. Ah bah non, c'est pas la réalité, c'est normal, c'est de la violence factice, et c'est totalement factice, c'est abusé. Mais par contre, avec le viol, c'est genre ah non, là c'est la vérité, là c'est exactement la réalité, c'est exactement ce que veut l'auteur. Si les gens lisent ça, ils sont méchants. Non mais c'est très bizarre, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire la part des choses par rapport à ça, parce que pour moi le viol est une violence sexuelle, mais c'est une violence quand même. Et c'est vrai que par rapport au viol, les gens se braquent immédiatement côté rapport à la réalité à l'échelle 1-1. Donc c'est vraiment exactement la même chose, etc. Alors que pour moi, la pellicule photo dans le cul de Ayano Yamane, c'est l'équivalent des tripes à l'air de Carpenter avec des tuyaux en caoutchouc et du sang au ketchup, quoi. C'est débile. Non mais c'est débile, et je pense que c'est l'exact équivalent pour moi en fait.
C'est juste que dès que ça touche à l'intime, ça touche au sexe, oui, on a plus l'habitude de dire que c'est tabou, c'est immédiatement tabou et qu'il faut le considérer comme étant exactement une représentation de fantasme, et en plus de fantasme dont on veut qu'il se réalise quelque part, c'est très bizarre. Mais en l'occurrence, le fantasme de viol, c'est comme si, de dire qu'on veut absolument qu'il se réalise, et que justement le rapport à la réalité est de l'échelle 1-1, c'est comme de dire j'aime bien sauter à la corde d'un pont, donc j'ai envie de me faire pousser d'une falaise sans parachute. C'est un peu l'équivalent pour moi en fait. Donc voilà, je commence. Pour ma part, je pense que j'ai d'abord été confrontée au yaoi par le biais des fandoms avant de connaître les mangas que j'ai abordés finalement très très tard, donc avec des titres déjà beaucoup plus diversifiés et où justement je comprenais pas ce cliché du viol parce que je voyais vraiment pas que ça dans ce qui était publié. Moi j'ai commencé vraiment à en lire vers 2016, donc voilà, il y avait déjà un tri qui avait été effectué, il y avait des classiques certes, mais il y avait une sélection de mangas yaoi traduits en France qui était vraiment très différente de l'image qu'on en avait donnée en fait et qu'on en donne encore. Et au final, ce que je voyais dans les fandoms et ce que je vivais moi quand j'étais dedans, un petit peu de loin parce que c'était l'époque où je me croyais hétéro et où je pensais que ce qui m'intéressait c'était les relations hétéro, donc je voyais le yaoi parce que, le slash, ça s'appelait comme ça sur les sites de fanfiction, parce que c'était à côté mais c'était pas ce qui m'intéressait, et je voyais en fait des blagues du style ah là là, il va le violer, ha ha ha, et puis c'était quelque part une manière très distanciée de rire d'une menace qu'on nous a rabâchée à nous, majoritairement assignées femmes, jeunes filles, depuis notre enfance. Donc c'était quelque part très cathartique et salvateur, cette ambiance de haha, le viol, haha, on en rit quoi, il y avait quelque chose de très provoquant et insolent, et je pense que tout ce backlash de c'est pas bien a quelque chose au final de je dirais pas si, allons, disons-le, castrateur en fait. C'est on n'a pas le droit de s'emparer de quelque chose qui est la menace qui pèse plus particulièrement en plus sur nous, parce que il y a tout cet enjeu de ça va être des mauvaises relations, des mauvaises représentations des relations homosexuelles masculines, mais désolé, qui souffrent le plus du viol, ce sont les assignées femmes. Donc tous ces débats-là me fatiguent énormément, et le pire c'est que je les revois dans mes mentions, mais genre c'est vraiment comme j'ai dit le marronnier du yaoi, ça revient je sais pas, tous les 2-3 mois, ouais. Tous les mois, je sais pas quelle fréquence vous voyez toutes ça. Les Waycon, toutes les conférences. Ouais. Ouais. Après, j'avais fait du coup une conférence sur le viol dans le yaoi il y a quelques années, et à l'époque j'avais une vision peut-être un peu plus tranchée sur le sujet, c'était que il n'y a pas forcément un devoir de représentation safe, mais il y a un devoir peut-être de représentation claire. C'était l'idée que je m'en faisais, et je trouve que les fanfictions remplissent très bien ça, parce qu'en général, avec les fanfictions, surtout sur Archives of Our Own, il y a un système de tag. Quand il y a un viol, tu le vois. Si tu lis la fanfiction qui t'indique il y a un viol dedans et que tu dis oh non, c'est pas bien, il y a un viol, désolé, regarde les tags. Donc ça, je trouve ça très bien fait. Il y a un consentement du point de vue du lecteur aussi. Ouais. On donne son consentement quand on lit les tags. Si vous voulez pas donner votre consentement par rapport à certains tags, vous pouvez passer votre chemin. C'est ça aussi. Enfin, je pense que par rapport aussi à la personne qui expérimente, parce que ça peut être. Je suis d'accord que ça peut être violent de lire une représentation de viol, etc. Bien sûr, les trigger warnings sont faits pour ça. Et les trigger warnings sont faits pour ça. D'ailleurs, j'avertis avant de ce débat, on va en parler en tout cas. J'ai envie vraiment de revenir, ça me manque, vous pouvez pas savoir, mais genre don't like, don't read était un bon système, ramenez-le, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parce que c'est vrai que maintenant, je lis beaucoup de... Enfin, ça fait longtemps que j'ai du mal à lire à nouveau des fics, parce que c'est vrai que moi j'aime bien les explorations dans le passé et pas consensual. J'aime bien les trucs consensuels, y a pas de souci, enfin avec consentement, donc pas consensuel, avec consentement. Et les trucs fluffy, j'aime bien toute une variété, mais justement dans ma variété, j'ai envie d'aller parfois dans le côté obscur de la force, parce qu'il y a des... Enfin, il y a longtemps, je faisais partie du fandom Sherlock, j'ai lu les meilleurs fics de ma vie là-dedans, et c'est vrai que les explorations de moralité douteuse, il y en avait plein, et c'était extraordinairement intelligemment fait, et je le lis pas dans la littérature mainstream, ce genre de truc non plus. C'est aussi à ça que ça sert d'être dans un médium à basse scrutinité, à low scrutiny en fait, donc où les gens ne s'y intéressent pas trop, donc pas mainstream,
Parce que, à mon sens, on devrait pouvoir explorer des trucs qui sont chelous, qui sont pétés. On parlait de Color Recipe tout à l'heure. Il y a une amie qui avait été très choquée par Color Recipe en disant « Oui, mais si ça avait été un couple hétéro, tout le monde aurait été vénère, etc. » Et je dis « Bah oui, mais d'un autre côté, tout le long du truc, on n'arrête pas de te dire « Le mec, il est pété, le mec, il va pas bien, il est... » Enfin voilà, c'est aussi près qu'on puisse s'approcher de littérature chrétienne, de dire c'est pas bien, lui il est pas bien, regarde il fait un truc pas bien. Et surtout il y a vraiment une rupture assez nette donc, dans Color Recipe, c'est-à-dire que sur le début du récit, on pense que ça va être une romance un peu classique, boys love, etc. Et puis là, oui, il y a la rupture où on découvre qui est vraiment le personnage principal. Et là, on tombe dans quelque chose d'effectivement beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre, et qui est amené comme ça. Donc du coup, il n'y a pas de romantisation, entre guillemets, de ce personnage-là. On le montre tel qu'il est vraiment, et tel qu'il est vraiment, c'est sombre, dramatique, etc. Ouais, je dirais qu'il y a quand même une différence entre ce type de récit et d'autres où ça va être plus ambigu. Typiquement du coup avec Cordelia, donc on avait pensé à certains titres par rapport à ces thématiques-là, et on avait pensé au chat et à la souris, qui pour moi quelque part présentent quelque chose de beaucoup plus ambigu et potentiellement je vais pas dire nocif parce qu'en vrai vous lisez ce que vous voulez, que typiquement, je sais pas, un titre comme Color Recipe ou Killing Stalking, où très très clairement ça va être des relations qui vont être intéressantes à suivre, qui peuvent même être excitantes pour certains, hein, on ne juge pas les kinks, mais qui sont extrêmement malsaines, c'est dit dans le texte, c'est noir sur blanc et tout ça. Après le fandom de Killing Stalking on a fait autre chose, mais c'est le fandom. L'œuvre en elle-même, je trouve, est très très claire sur le fait que le mec est pas bien, pareil pour Color Recipe. Et In This World, c'est la même chose, on est dans des violences psychologiques, physiques, sexuelles, voilà, on a un petit peu le combo, et du coup, oui, pourquoi finalement ne pas mettre en scène dans ce type de récit thriller des violences sexuelles alors que par ailleurs il y a des violences physiques et psychologiques. Mais du coup, à côté, le jeu du chat et de la souris pour nous c'était aussi quelque chose de l'ordre du thriller, la relation entre les deux personnages est absolument abominable, mais il y avait cette espèce de fin complètement cucu où il lui donne un anneau, limite il le demande en mariage, et on était là mais ça n'a aucun sens en fait. Le titre nous avait extrêmement plu à tous les deux et on était... Mais juste la fin, on était là, c'est pas possible, quoi. Il y a cette espèce de fantasme, de rupture de ton, en fait, qui quelque part va créer une image plus troublée de la chose. Et on parle de romanticisation, peut-être, de tout ce viol qui est... c'est de l'amour, en fait. C'est ce message un petit peu... ambigu, je trouve, qui est plus gênant en fait, qui va plus me gêner à la lecture. Après, on a le droit de lire c'est gênant, mais ça correspond aussi à une réalité, c'est ça le problème entre guillemets du contexte aussi, c'est-à-dire que c'est la même chose, je reviens à la romance hétéro, à tout ce qui est harlequin, etc. Le fantasme de viol chez les femmes, donc il y a le côté cathartique, on en parlait, pour le yaoi c'est haha, bah voilà, maintenant c'est un mec qui se le prend, bah bien fait, enfin, non mais il y a un petit côté de ça aussi, il y a un petit côté vengeance facile, mais il y a aussi, en tant que femme, quand on grandit en tant que femme, les désirs sont réprimés, on n'a pas le droit d'avoir des désirs sexuels, on n'a pas le droit, d'ailleurs, vu à quel point aussi le yaoi est vilipendé en tant que fantasme sexuel féminin, je trouve ça extraordinairement parlant. Donc on grandit, on n'a pas le droit d'avoir des fantasmes sexuels, et c'est vrai que le fantasme du viol est extrêmement récurrent dans tout ce qui est romance, etc., parce que, c'est là aussi, bah oui, c'est du fantasme, il faut pousser en dehors du carcan, il faut qu'il y ait le moment non, et puis oui, alors c'est sans doute daté, il faut peut-être revenir dessus, mais moi ça me gêne pas tant que ça, pour moi tout ça a voix au chapitre, ça a le droit d'exister. Le seul impact que ça peut vraiment avoir en fait sur la société, parce que ça en a, on travaille dans la fiction, on sait que la fiction a un impact sur la société, on n'arrête pas d'avoir des débats sur tel truc est problématique, tel truc est une mauvaise représentation, etc. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'une fois pour que ça ait un mauvais impact sur la société et les gens. C'est une question de sillon qui se creuse dans un 33 tours en fait. Non mais c'est vrai, c'est à quel point le message est donné, par qui, à qui, dans quel volume, de quelle façon, comment c'est framé. Il y a tellement
de paramètres différents que moi je peux pas tout balancer aux orties en disant que globalement c'est mal et qu'il faut pas en fait. J'ai énormément du mal avec ça et je trouve que justement les espèces de dérives de littérature chrétienne en fait, donc c'est-à-dire où tout est très 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 clairement dit, attention lui il est méchant, on va finir, enfin les fics que je lis maintenant sont chiantes. Elles sont chiantes. Je suis obligée d'aller chercher du côté des Chinois où ils en sont à une espèce de balbutiement de yaoi, donc j'ai l'impression de lire des yaoi des années 90 où ils s'en foutent un peu de ce truc-là. En Corée aussi. Où il n'y a pas effectivement une espèce de police qui surveille leurs faits et gestes, enfin si la police si, il y a une police littérale qui surveille leurs autant pour moi, pardon. C'est vrai, j'ai mal choisi mon exemple. C'est du niveau des grévistes preneurs d'otages, tu sais. Mais enfin voilà, les flics sont relous, les gens ne prennent plus de risques parce qu'ils ont peur, à juste titre, de se faire dogpiler, c'est-à-dire de se faire pourrir par les commentaires, de se faire dénoncer, de se faire machin, et on va finir par revenir au 17e, 18e siècle, au 18e siècle français de Coderlo de la Claude, genre, alors, j'ai trouvé ce roman tombé du camion, alors c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, moi je suis que rédacteur les gars, donc c'est pas du tout, ça ne représente pas du tout les visions de l'auteur et tout ça, alors que évidemment les liaisons dangereuses, tout le principe c'est de montrer des gens abjects. Tout le principe c'est de se complaire en fait dans une moralité douteuse et grise et pourrie en fait. Et c'est intéressant, j'ai envie qu'on explore ça. Et j'ai envie qu'on ait tout un arc-en-ciel en fait, tout un rayon de possibilités et pas qu'on s'en coupe idéalement. Ouais, il y a cet acharnement qui est dû aussi au manque de légitimité du yaoi, clairement, parce qu'il y a plein de titres qui vont présenter des viols et ce sera considéré comme de la grande littérature et peut-être vilipendé par des féministes sur Twitter, mais globalement accepté, globalement même célébré. Je veux dire, on nous fait étudier ça, limite il est dans les CDI au lycée, Deso c'est pire que n'importe quel yaoi, mais il y a cette mise à distance de l'époque, et puis si tu le contextualises, tu comprends un peu pourquoi le mec a fait ça aussi. Je pense que il y a, c'est aussi ce désir de pureté, de belle représentation, c'est le fait qu'en fait, autrefois, encore dans certains, pour certaines personnes, hein, que nous ne citerons pas, l'homosexualité, le fait d'être queer est mis au même niveau que la pédophilie, que la zoophilie, et donc il y a ce désir en fait de représenter quelque chose d'exemplaire. Et comme le yaoi est à l'intersection de l'expression d'une sexualité féminine qui est réprimée et de représentation queer, il y a vraiment ce désir de polissage, il faut vraiment être exemplaire, on en est là en fait. Et à côté, je trouve qu'on a énormément de mal à regarder en face notre passé queer, le fait que le Rocky Horror Picture Show, qui est un film iconique queer, est bourré de viols, le fait que les grands intellectuels français qui défendaient l'homosexualité dans les années 70 défendaient la pédophilie en même temps, on a du mal à le voir en face, alors que ce serait bien juste de prendre le sujet, d'en parler un bon coup, quoi. Et quelque part, le yaoi pourrait permettre ça, en tout cas d'aborder ces choses de façon un peu sinueuse, un peu distanciée aussi, parce que... Oui, surtout je pense que la rupture qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'arrêter d'associer le viol et le yaoi ou le boys love. Enfin, vraiment, il y a un moment donné où... Arrêtez d'en parler dans les conférences, il y en a marre. C'est ce qu'on veut dire. Exactement. Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, on se focalise sur ce pseudo-aspect là du boys love, alors que ça n'en est pas un. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a tant de boys love qui existent, sans déjà scène de sexe, parce qu'il faut le dire, le boys love c'est pas forcément érotique, et en plus sans scène de viol, enfin, il y en a des tonnes et des tonnes, je dirais même qu'aujourd'hui parmi ce qui sort, mais c'est l'immense majorité, ces titres là qui ne comportent pas de scène de viol, donc à un moment donné il faut arrêter de focaliser sur ce truc là. Je suis sûr que ça bloque beaucoup de gens pour se mettre au boys love et lire du boys love, alors qu'aujourd'hui les titres ils sont tellement diversifiés qu'il y en a pour tous les goûts. Le viol ça existe encore, il y en a beaucoup par exemple dans l'Omégaverse. Bon ben voilà, les personnes que ça ne dérange pas, que ça ne choque pas, peuvent lire de l'Omégaverse, ça sort en France. Et les personnes qui par contre sont dérangées par ce type de scène, ou même par des titres comportant des scènes de sexe explicites, ben ils ont tout un tas de titres à leur disposition, boys love, qui n'en comportent pas. Donc voilà, vraiment il va falloir casser ce cliché là, que je peux comprendre parce que les premiers titres qui sont sortis en France, en tout cas quand il y a eu de la publication de masse de yaoi, de boys love,
c'était effectivement, on était sur un ratio différent à l'époque, où il y avait beaucoup de titres qui comportaient des scènes de sexe et des scènes de viol, mais parce qu'on avait une certaine une limitation des titres qui arrivaient en France, là où il y a toujours eu une profusion au Japon de titres boys love, et donc une diversité. Et maintenant que le titre a évolué, que le genre boys love a évolué, et qu'il est ouvert à des titres très différents, et on peut plus dire, vraiment, déjà avant c'était difficilement entendable, mais aujourd'hui vraiment, je pense qu'avec le paysage boys love qu'on a aujourd'hui en France, personne ne peut dire le boys love ou le yaoi égale viol, c'est totalement faux, factuellement faux. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent, mais je leur dis c'est faux. Là, tous les titres que j'ai pu présenter à la précédente émission ici, pareil pour les titres indés, je pense qu'on a quand même prouvé que c'était assez diversifié et qu'on pouvait trouver du sexe, pas de sexe, du viol, pas de viol, de la violence, pas de la violence, voilà. Ouais. Il y a la question de... Pour moi, je m'étais posé la question, est-ce que les éditeurs devraient, à mon avis, ils le feront jamais, tu vois, mais est-ce qu'il y aurait une responsabilité de d'avertir s'il y en a comme dans les fanfictions. Mais le problème, c'est que je pense que c'est très difficile à identifier typiquement. Si on regarde Liquors and Cigarettes dont tu as parlé, il y a une zone grise de non qui se transforme en oui ou de non mais qui est en fait un oui désiré, où ça va être une représentation qu'on peut qualifier de viol, mais qui est un viol télécommandé, un viol clairement de fantasme, et c'est complètement explicite dans le manga, le mec le veut, mais le mec ne veut juste pas assumer son désir, et ça va être reçu beaucoup moins violemment qu'un viol qui va être mis en scène d'une façon différente. Et il y a tellement de sensibilités différentes à ces questions-là, et c'est terrible à dire, parce qu'on voudrait, à ce stade, en tant que féministe, en tant qu'activiste, tout ça, dire c'est facile de dire quand il y a un viol ou qu'il n'y en a pas, à partir du moment où c'est non, mais dans la fiction, où tu te places à partir du moment où c'est fictif, comment tu l'identifies? Je pense que c'est là où les tags, où le principe de AO3 peut aider, c'est que trigger warning, c'est vraiment ça va vous foutre mal si jamais vous le lisez, et content warning, c'est on en parle, on l'évoque, ou ça se rapproche d'eux, donc si vous voulez vraiment pas du tout vous en approcher, lâchez l'affaire. Mais... je connaissais pas la subtilité. Oui, du coup, il faudrait que je dise content warning sur ce débat, pas trigger warning. Voilà, trigger warning, c'est vraiment ça va vous foutre mal, content warning, c'est... il y en a un peu. Donc ça par exemple, ça peut aider, je sais pas. Après, moi je serais vraiment pas contre que sur n'importe quel bouquin, on en mette des tags, non mais juste des tags et des warnings, des tags de contenu, des tags de machin, ce serait vraiment sympa. Ouais. Parce que ça marche bien pour les filles, ça marche, le système marche. Mais je sais pas si les éditeurs seraient peut-être un peu effrayés à l'idée de mettre ce genre de label. Oui, c'est délicat, même peut-être vis-à-vis aussi des auteurs, autrices, c'est peut-être compliqué aussi. Publier un truc, t'as un gros viol dessus. Non, mais sans nécessairement le mettre en bandeau. Il y en a. Comme pour les tags, on regarde, qu'est-ce qui m'intéresse. C'est un menu, c'est une carte. Non, mais c'est une carte de menu. Et c'est ce qui marche pour les fixes. C'est genre, ah oui, ça j'aime bien, ouais, je clique. Et après, en vrai, par rapport au synopsis, on peut plus ou moins se douter si il va y avoir des scènes si c'est prépondérant ou pas. Il y a quand même des thématiques qui se prêtent plus que d'autres. Je prends l'exemple de Love Trouble qui est sorti chez Boys Love IDP, où c'est littéralement 180 pages de viol. Donc ça c'est quelque chose moi, que je peux pas du tout lire, parce que pour le coup il y a vraiment... c'est vraiment 100% de pages de viol, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aucun dialogue, etc. C'est purement ça. Là, oui, clairement, de toute façon, quand j'ai lu le synopsis, je me suis douté que ça allait plutôt aller vers ça. Donc après, c'est aussi quelque part la responsabilité du lecteur et notre devoir à nous aussi, qui chroniquons des mangas, etc., de aussi expliciter quand il y a ce type de thématique et d'avertir, donc les fameux warnings. Oui, effectivement, mais peut-être que les éditeurs pourraient aider, parce qu'on n'est pas les seuls à diffuser ces titres-là, c'est ça le problème. Mais c'est aussi qu'il n'y a pas forcément des balles de moyens, surtout sur les titres yaoi en France. Et qu'on est déjà assez chanceux d'avoir une aussi belle diversité dans ce qui est traduit, je trouve.
si on compare à nos amis anglophones par exemple, qui sont encore pires pour ce qui est de la pudibonderie. Je pense qu'on a beaucoup hérité nos débats sur le fait qu'un yaoi doit être safe des publics anglophones, des publics américains spécifiquement. De l'américanisation d'Internet, ouais. De l'américanisation d'Internet. Et ils ont aussi eu accès à une publication de Boys Love qui est beaucoup plus limitée que par chez nous, il faut le dire. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'est ici que s'achève le débat. On a abordé plein de choses, mais on n'a pas forcément fait le tour de la question. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous faire part de vos sentiments sur la question, de vos réflexions et tout ça, à nous mettre des références et on vous répondra sans doute, surtout Nico qui participe beaucoup en commentaire et on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà.